Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, quand on parle de transition socio-écologique, j'avais une première question pour vous, Nicolas Hulot. Voilà, vous avez rencontré de nombreux responsables partout dans le monde ces dernières semaines, ces derniers mois. Et j'aimerais qu'on commence par faire peut-être un petit bilan de la situation. Est-ce que c'est plus alarmiste qu'avant, quand on a lancé le pacte écologique en 2007? Comment ça a progressé? Est-ce qu'il y a une inquiétude plus grande? Qu'est-ce que vous retirez de vos voyages? Vous voulez dire au niveau de la prise de conscience, au niveau de la situation oui. écologique de la planète? Et au niveau de ce que pensent les experts surtout? Les rapports qui s'accumulent, se complètent, se précisent, malheureusement vont tous dans le même sens. Là on vient d'en voir un dernier il y a 2 jours de la Banque mondiale qui nous parle d'un niveau horrible de risque, selon leur propre expression. On a eu le 5e rapport du GIEC et son dernier volet qui confirme les modélisations, puisque les modélisations sont confirmées maintenant par les analyses des situations. Bon, très sincèrement, il faut vraiment fouiller pour essayer de voir quelques éclaircies. Bon, non, honnêtement, la situation par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, l'enjeu climatique, qui est le facteur multi-aggravant, qui malheureusement complexifie et intensifie les autres problématiques. Bon, l'enjeu d'érosion de la biodiversité, d'ailleurs, qui pâtit un peu de l'attention qui commence quand même à poindre sur le changement climatique, mais un peu mettant dans l'ombre l'enjeu biodiversité. Là aussi, les signaux, malheureusement, ne sont guère plus réjouissants. La raréfaction des ressources naturelles, des matières premières, la perte de productivité des sols, la désertification, la déforestation, la destruction des écosystèmes, tout ça est dans une évolution asymptotique. Donc très sincèrement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur lequel on peut se raccrocher. Alors ça, c'est une première lecture, c'est un point zéro qu'il faut prendre en compte. Et nous sommes dans une période un peu critique, parce que la fenêtre d'opportunité entre ce que l'on peut faire et pas faire se réduit de jour en jour. Ce que nous disent les experts du GIEC, ils nous disent que pourquoi est-ce qu'il faut impérativement contenir les changements climatiques à 2 degrés, non pas parce que ça va être indolore, ça risque d'être coûteux sur un plan économique et malheureusement déjà tragique sur un plan humain, mais parce que d'abord c'est encore ce qui est à notre portée, si tant est que l'on mobilise et concentre les moyens humains, financiers, technologiques, mais qu'au-delà des 2 degrés, on rentre là dans une spirale d'irréversibilité et d'imprévisibilité. Ou en tout cas, à défaut d'être imprévisible, ça n'est que trop prévisible dans le côté sombre et tragique des conséquences. Donc actuellement, on a 2 courbes qui risquent de se combiner. C'est la courbe de l'irréversibilité et puis une forme de courbe de fatalisme ou de résignation. Bon, c'est celle qu'il faut combattre. Donc oui, les phénomènes évoluent. Le dernier rapport dit que par exemple, l'atmosphère est saturée de gaz à effet de serre comme elle ne l'a jamais été depuis 800 000 ans. Les températures des océans, l'acidification des océans, qui sont 2 marqueurs complémentaires aux marqueurs du GIEC, qui sont aussi la température de l'atmosphère, n'ont jamais été aussi forts. Quant au réchauffement, puisque c'est quand même une des conséquences des dérèglements climatiques, même si on observe, et quelques climato-sceptiques s'en servent comme argument pour mettre en doute le réchauffement climatique, et encore hier soir je me suis pris une volée de bois vert, parce que depuis 10 ans il y a un plateau dans l'élévation de température de l'atmosphère, mais il est très bien expliqué par les climatologues, c'est que l'excès de température est provisoirement stocké dans les océans, et qu'un phénomène comme le phénomène El Niño pourra probablement restituer brutalement à l'atmosphère cet excès de température. Donc voilà, les phénomènes s'aggravent, mais simultanément à cela, force quand même est de reconnaître que la prise de conscience, évidemment, elle a diffusé, mais on s'est quand même un peu, appesanti sur cette prise de conscience. C'est-à-dire qu'on se donnait bonne conscience dans l'énoncé de cette prise de conscience. Et j'ai vu encore au sommet de Ban Ki-moon à New York, la seule chose que l'on recycle très bien, c'est les vieux discours. J'ai écouté les différents chefs d'État monter à la tribune, et très sincèrement, j'avais l'impression d'un bis repetita par rapport aux conférences précédentes, avec les mêmes mots larmoyants, les mêmes incantations, voilà. Sauf que
nous sommes libres d'être inconscients, on n'est pas libre d'échapper aux conséquences de notre inconscience, c'est-à-dire la destruction. Et les événements sont malheureusement nos meilleurs alliés. Et c'est dommage d'en arriver là, mais comme les événements sont autant de rappels à l'ordre, de plus en plus coûteux, de plus en plus cruels, et qui frappent y compris les pays du Nord, tout ça fait qu'il y a quand même un petit espoir, et quelques petites éclaircies récemment, qui montrent que je pense que l'immobilisme n'est plus tenable. Voilà. Et que les homos devraient succéder à un certain nombre d'engagements. Mais Paris va être vraiment un moment de vérité. Hein. Si tant est que la nature nous teste sur notre détermination, sur notre volonté, eh bien, ce sera vraiment un test de grandeur nature. Un échec à Paris, alors je ne dis pas que le 1er janvier 2016, nous serons tous dans la rue pour voir le monde s'effondrer, mais on va quand même être dans une sacrée situation de désarroi, parce que moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'on pourra faire après, parce que je suis très étonné que des hommes aussi bien informés, dotés de principes philosophiques que nous remuons ou nous agitons en permanence, aient aussi peu réagi à une menace tant visible et qui affecte déjà des centaines de milliers de personnes. Oui, même si François Hollande a fait des déclarations dernièrement, il y avait un article du Monde la semaine dernière où il expliquait. Alors, très sincèrement, vous allez me dire, oui, c'est normal, vous avez une mission à ses côtés, donc vous allez en dire du bien. Donc, chacun connaît mon objectivité et honnêtement, je dis les choses telles qu'elles sont. Mais sur la diplomatie climatique, la France a pris le leadership. Et ça, très sincèrement. Et heureusement qu'elle l'a pris. Elle l'a pris de plusieurs manières. D'abord, elle l'a pris en accueillant la conférence climat, puisque les conférences tournent par zone géographique, ça revenait à cette périmètre géographique, il n'y avait pas d'autres candidats. Et l'exercice est coûteux, lourd et risqué pour la diplomatie et l'État français. Deuxièmement, dans tous ses déplacements, et y compris au G20, où il a forcé avec l'Allemagne que dans le texte final, il y ait une déclaration sur cet enjeu-là dans un pays qui est hostile au changement climatique, et notamment l'Australie. Au sommet de Ban Ki-moon, la France a abondé le fonds vert, qui est un instrument très important, le fonds vert pour le climat. Parce que le préalable à Paris, c'est d'alimenter un fonds pour l'adaptation, pour aider les pays les plus vulnérables à faire face aux conséquences déjà visibles des changements climatiques. La France a mis $1 milliard. L'Allemagne a emboîté le pas, mais à New York, c'était quasiment tout. Et fort probablement de cet exemple, les États-Unis, le Japon et d'autres pays ont fait de même à Brisbane au moment du G20. Donc, honnêtement, de ce point de vue-là, et dernière chose, dans une Europe qui a, en 2007, après le pacte écologique, a été très ambitieuse sur le climat, là, elle était presque dans une posture de renoncement. Et au moment du dernier Conseil européen, c'est franchement la France qui a contribué à ce que l'Europe, c'est pas les meilleures ambitions, mais en tout cas, au moins, affiche des ambitions assez fortes sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, voilà, il y a du positif, il y a du négatif, mais l'heure de vérité, c'est vraiment les 12 mois que nous avons devant nous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on explique suffisamment les liens entre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux? Parce que là, on parle beaucoup d'environnement, de climat, de pollution, mais on parle peut-être moins des conséquences que ça a sur la vie directe, le lien que ça peut avoir avec le chômage, avec, voilà, quand on parle de croissance, on va parler de croissance verte, est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres modèles? Et là, j'ai envie de poser la question à Jean-Marc Borrello, quel est votre point de vue là-dessus sur, voilà, est-ce que c'est difficile de faire comprendre que tout est lié? Est-ce que c'est un besoin de vulgariser différemment? Comment vous percevez-vous ce lien qui, quand on parle de social-écologie, n'est pas forcément toujours expliqué de cette manière? Malheureusement, quand on évoque les deux sujets, c'est souvent pour les opposer. En matière d'urgence, en particulier, sur est-ce qu'il est plus urgent de s'occuper des personnes qui vivent dans la rue ou de s'occuper de ce vers quoi nous allons, vu les évolutions, entre autres, du climat. La réalité, c'est qu'évidemment, les deux urgences sont d'une part très exactement au même niveau et parfaitement interdépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'on ne changera pas de modèle dans un cas comme dans l'autre, et qu'on continuera à imaginer qu'on a eu un accident sur une ligne droite, que passer
l'accident, on va repartir dans le même sens, nous nous trompons. La réalité, c'est que ce n'était pas un accident, c'était un virage. Soit nous sommes capables de prendre ce virage et de changer radicalement un certain nombre de choses, ou nous irons dans le mur après avoir essayé de repartir sur des idées de croissance économique débridée et sans respect ni pour les êtres, ni pour l'environnement. Donc, ce qui a été dit au plan international pourrait être dit sur le plan économique. On nous fait miroiter une croissance chinoise qui est achetée, purement et simplement. La dette chinoise a plus que doublé ces 3 dernières années, donc on achète de la croissance pour afficher de la croissance. Les États-Unis ont retrouvé une croissance certaine grâce à de la mise sur le marché de liquidités qui ne repose plus sur rien. Et dans des modèles, dans un cas comme dans l'autre, où l'accroissement de richesse est accompagné d'un accroissement des inégalités. Et donc le fantasme que la main invisible du marché conduira tout le monde vers le bonheur est une ânerie sans nom qui continue à nous être servie assez régulièrement. Et de ce point de vue-là, n'étant pas chargé d'une mission particulière, je peux aussi rejoindre mon voisin sur le fait que sans doute la solution la plus raisonnable sur ces sujets est entre la position française et la position allemande, où très clairement, en matière d'économie, de redistribution, sans doute de limitation des inégalités et de prise en charge d'un modèle social qui sans doute ne sera plus ce qu'il a été pour la France et qui devrait pouvoir s'améliorer pour l'Allemagne, est un modèle qui va permettre de sortir de cette illusion dans laquelle on nous entretient d'un nouveau départ qui permettrait de régler en soi le chômage et un certain nombre de difficultés, particulièrement pour les plus précaires de nos concitoyens. Donc, dans un cas comme dans l'autre, le sujet c'est est-ce qu'on va être capable de réfléchir à plus de 6 mois? Est-ce qu'on va sortir du temps médiatique ou du temps politique? Ou est-ce que le seul horizon sera la prochaine une du monde ou la prochaine échéance électorale, c'est-à-dire à peu près tous les 2 ans? Il faut entreprendre des réformes courageuses et impopulaires qui ne porteront vraisemblablement leurs fruits qu'avec un certain délai. Tout le monde partage l'analyse, la quasi-totalité des experts, en dehors de ceux qui sont en mission commandée du marché, ont le même type d'analyse sur l'évolution économique que ce qui vient d'être dit. Nous allons dans le mur, et quelquefois on en est à souhaiter que le mur arrive plus vite pour permettre de changer réellement de direction. Mais on a un véritable sujet qui est que nous sommes dans un temps qui n'est plus le temps long et qui est un temps extrêmement court pour les médias, pour les décideurs publics, ce qui explique d'ailleurs les réponses qu'on a vues tout à l'heure sur le sondage, c'est-à-dire ce qui est une responsabilité logique des pouvoirs publics est devenu une prise de conscience des citoyens, des PME, des territoires qui, eux, voient sous leurs yeux se développer des impasses dont ils savent bien qu'ils ne sortiront pas. Donc on a un sujet majeur. On voit arriver des réfugiés climatiques. On a eu des réfugiés sanitaires. Aussi longtemps qu'on n'a pas été fichu de permettre aux pays en difficulté de soigner un certain nombre de pathologies, évidemment qu'on a eu des réfugiés sanitaires et évidemment qu'il a fallu les prendre en charge. Si demain nous ne sommes pas capables de développer dans les pays la possibilité pour les populations de vivre sur place en ayant de quoi se nourrir, de quoi trouver de l'eau, etc., il y aura des masses de population qui vont traverser la planète à la recherche des droits fondamentaux, c'est-à-dire le soin, l'éducation ou simplement le fait de survivre, ce qui est le cas très régulièrement. Il me semble que dans le film que vous aviez fait, Nicolas Hulot, c'était quand même assez explicite, ces liens entre environnement et difficultés sociales, mais pourtant le film n'a peut-être pas eu l'écho qu'il aurait pu avoir. Est-ce que vous avez avec recul analysé en fait ces difficultés? Est-ce que ça fait trop peur? La réalité, quand on la regarde en face, elle est parfois un peu tétanisante. Ce que j'ai simplement voulu montrer dans ce film, et que malheureusement la réalité ne fait que démontrer, c'est que dans un monde aujourd'hui qui est connecté, avec une efficacité qui nous surprend tous les jours, qui a réduit notre planète à une petite communauté. On doit,
acter ou assumer les conséquences de cette connexion. C'est-à-dire que vous parliez à l'instant des déplacés climatiques. Monique Barbu, qui est la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur la désertification, me rappelait que la désertification accrue par les changements climatiques aura porté aux portes de l'Europe entre 2000 et 2020 60 millions de personnes. Bon. Le phénomène ne va que s'amplifier. D'abord parce que aujourd'hui chacun sait que au nord, a priori, c'est un peu mieux qu'au sud. Chacun est en mesure de savoir, de connaître l'origine des causes, de savoir que si la situation qui était déjà particulièrement difficile, notamment dans certaines régions du Sahel, devient particulièrement invivable aujourd'hui, c'est la conséquence de notre mode de développement. Et l'histoire n'est jamais amnésique. Elle se traduit toujours à un moment ou à un autre. Les événements tragiques que l'on observe avec effroi aujourd'hui dans notre monde, je ne les préciserai pas, mais chacun les a à l'esprit, trouvent leurs origines dans l'histoire du siècle précédent et probablement un certain nombre d'erreurs de l'histoire. Et les changements climatiques externaliseront probablement les conséquences dans un temps très court, mais les conséquences, elles seront pour tout le monde. Donc simplement, ce que je veux dire, c'est que nous avons cette communauté de destin. Donc l'idée que notre modèle économique, que nous ayons le choix de continuer ou de ne rien faire, non, la question n'est pas de savoir si on va changer de modèle, la question ne se pose pas, c'est juste savoir quand. Est-ce qu'on va le faire de gré ou de force? Mais le modèle, il va changer, tout simplement parce qu'il n'est pas tenable. Il n'est pas tenable même sur un plan purement mathématique. Vous passez, comme le dit mon camarade Jean-Marc Jancovici, par un optimum, et après c'est le déclin quand vous êtes dans un monde basé sur des ressources finies. Et vous évoquiez tout à l'heure les déplacés, mais pour montrer que tout est lié, il y a un événement que l'on suit de loin, qui sont les événements en Syrie. Certains stratèges m'expliquaient que, en réalité, les événements de Syrie ont commencé simplement parce qu'à cause des changements climatiques et de la désertification dans le nord de la Syrie, vous avez 1,5 million de personnes qui sont déplacées du nord dans le sud-est de la Syrie, parce qu'en l'espace de quelques années, 80% de la productivité des sols est tombée, 60% des troupeaux ont été décimés, et donc vous avez un déplacement massif d'1,5 million de personnes. Je ne dis pas que c'est ça qui a généré, il y avait d'autres causes, c'est souvent multicausal, mais c'est ce qui a mis le feu aux poudres, et les premières grandes rébellions en Syrie sont parties dans cette région-là. C'est simplement pour dire que toutes ces crises sont en train de se combiner, et que dès lors que l'on appréhende l'enjeu climatique ou l'enjeu écologique de manière verticale, et c'est une aberration. D'ailleurs, on aborde le climat dans la conférence climat, et 2 mois avant, on va parler des objectifs de développement durable. Mais il faut avoir une vision absolument holistique, et c'est vrai dans un gouvernement. Pourquoi est-ce que, si tant est que ça m'ait un jour intéressé, ce qui malheureusement ne sera jamais le cas, mais j'ai toujours considéré que ça ne servait à rien d'être ministre de l'écologie, parce que vous êtes voué à l'échec. Parce que ce n'est pas un ministre de l'écologie qui va pouvoir appréhender cet enjeu-là. Parce que si vous n'avez pas la même grille de lecture avec le ministre de l'Industrie, avec le ministre de l'Économie, avec le Premier ministre ou avec le Président, c'est voué à l'échec. Il ne s'agit pas simplement de protéger des espaces verts. Parce que le problème aujourd'hui, c'est ce qui était la solution hier, c'est-à-dire que nos problèmes viennent de notre modèle économique, qui est un modèle qui épuise, qui est un modèle qui concentre, et qui est un modèle qui détruit. Et donc c'est bien ce modèle qu'il faut revoir. Et au passage d'ailleurs, quand aujourd'hui on parle de croissance verte, pourquoi pas? Mais si tant est que la précédente était une croissance grise. Mais attention aux mots, attention même aux mots du développement durable. Parce que je répétais ce matin une formule que j'avais écrite il y a quelque temps, mais parfois le développement durable, c'est une sorte de camomille un peu mielleuse pour mieux digérer nos excès de civilisation. Et c'est très important pour moi qu'on regarde dans la croissance de demain ce qui peut croître et ce qui doit décroître. Et donc à la notion de croissance verte ou bleue, peu importe, moi j'oppose la notion de croissance sélective. Parce qu'il y a des choses qui devront décroître de gré ou de force. Mais ça sera moins douloureux si nous organisons
cette décroissance notamment de matières premières qui arrivent à épuisement, de ressources naturelles qui arrivent à épuisement ou qui ont besoin d'un temps de régénération. Et puis il y a évidemment des technologies, des process qu'il va falloir développer. Et pour moi, c'est très important d'avoir cette notion-là de croissance sélective. Mais la croissance sélective, ça ramène à un état d'esprit que nous n'avons plus, c'est-à-dire la notion du choix. J'ai toujours considéré que le progrès valait par des renoncements et des acquiescements. Et nous ne sommes pas dans cet état d'esprit, parce que depuis peut-être 150 ans, nous sommes animés par deux principes. Quand je dis animés, nous sommes même happés par deux principes. Le principe technologique, tout ce que l'on sait faire, on le fait, sans se poser la question de savoir si ça participe en quoi que ce soit à l'amélioration de la condition humaine. Et le principe économique, c'est tout ce qu'on peut se payer, on se le paye. Ben ça vaut quand tous les indicateurs sont au vert, mais quand tous les indicateurs sont au rouge, non. Il va falloir que l'on fixe nos priorités, que l'on définisse ce qui est important, et qu'en fonction de ça, on flèche nos investissements, qu'on concentre nos intelligences sur nos priorités. Et nos priorités, il y en a 3. Combattre les inégalités, parce qu'il n'y aura aucune prospérité dans un monde qui est connecté et où chacun peut prendre en compte, prendre conscience que simplement par son hasard géographique, il n'est pas pris en considération à l'identique qu'un autre citoyen. Dit autrement, tant qu'une femme ignorait que son fils ou son bébé va mourir d'une maladie dont on a le remède ailleurs, elle mettait ça sur le compte du destin. Mais dès lors qu'elle est en capacité par Internet ou la télévision de réaliser que c'est que simplement parce qu'elle n'a pas la même attention, qu'elle n'a pas la même valeur humaine que quelqu'un qui est de l'autre côté d'un mur, d'un océan ou d'un fleuve, vous ajoutez effectivement, comme le dit Patrick Vivray, cet élément explosif, vous ajoutez à l'exclusion l'humiliation. Donc l'inégalité, c'est pas pour une raison morale qu'il faut les réduire, c'est parce que c'est pour une raison. Si on ne fait pas pour eux, il faut le faire pour nous, parce que personne ne pourra prétendre vivre en paix dans un monde où les inégalités s'exposent, se comprennent et se ressentent. Deuxième priorité, c'est protéger la rareté, piloter la rareté. Pourquoi piloter la rareté? Parce que l'étape après la rareté, c'est la pénurie. Et vous aurez observé que depuis à peu près une cinquantaine d'années, même plus, depuis l'origine du siècle précédent, les politiques intérieures et les politiques surtout extérieures ont été conduites principalement, à défaut de dire exclusivement, pour l'approvisionnement d'une seule ressource qui est la ressource énergétique, le pétrole. L'explosion du Moyen-Orient, l'extension hors de leurs frontières du Japon et de l'Allemagne, et bien d'autres événements. Mais qu'en sera-t-il quand on sera embuté, ce qui est déjà le cas, sur les terres arables, qui ont été d'ailleurs au passage cannibalisées par nos amis asiatiques? Qu'en sera-t-il pour l'accès à l'eau potable? Qu'en sera-t-il pour les matières premières sur lesquelles repose notre modèle économique? Donc la rareté, il faut y mettre tous les instruments, et les instruments institutionnels, pour notamment soustraire les biens publics à la spéculation. Puis la troisième chose, eh bien, c'est la protection de notre écosystème et de rétablir les grands équilibres, et à commencer par lequel les enjeux climatiques. Tout ça, et pardon si j'étais un petit peu long, mais ne peut pas se sous-traiter à un parti écologiste, même s'il peut y contribuer, ne peut pas se sous-traiter aux ONG ou aux seuls citoyens, ne peut pas se sous-traiter à un ministre, ne peut pas se sous-traiter à un pays ou à une région du monde. Et d'ailleurs, ce qui fait tant défaut aujourd'hui, et qui est pour moi le préalable si on veut réussir ces enjeux-là, c'est qu'on soit capable à un moment ou à un autre, de quitter nos habits nationaux, nos habits locaux, régionaux, nos habits culturels, pour chausser nos habits ou nos attributs universels. Parce que cette notion d'universalité, nous ne l'avons pas encore, accaparée. Et tant que nous n'avons pas cette vision universelle, c'est-à-dire tant que nous n'actons pas qu'au-delà de nos différences, on a nos barrières culturelles, historiques-économiques, nous sommes dans une communauté de destin. C'est-à-dire que, pour paraphraser Martin Luther King, qui disait sur une autre cause,
nous sommes condamnés à nous aimer, ou en tout cas à nous entendre, ou à tous mourir comme des idiots, sur l'enjeu climatique, on est condamnés à réfléchir et à agir ensemble, ou à tous souffrir comme des idiots. Mais pour ça, il faut avoir conscience intimement que personne ne pourra tirer son épingle du jeu tout seul. Donc c'est pour ça que chacun, à son niveau de l'individu, qui ne peut pas s'exonérer au prétexte qu'ils disent moi ce que je fais ne sert pas à grand chose, pour le reproduire à l'échelle d'un État. Moi je suis epsilon sur l'échelle planétaire, et voilà. Et donc c'est cette notion d'universalité qui est pour moi très importante, et elle n'est pas actée, et j'en finis. Quand j'étais au sommet de Ban Ki-moon aux Nations Unies au mois de septembre, première fois moi que j'allais aux Nations Unies. Donc j'y allais avec un œil curieux, même un peu candide, et même intéressé, parce que c'était amusant de l'intérieur de voir dans un même couloir passer Obama, croiser le Premier ministre chinois, lui-même dire bonjour au Premier ministre de Tuvalu ou des îles Cook. Bon. Mais à un moment ou à un autre, vous observez ça un peu avec un peu de distance, mais vous les voyez, ces délégations, elles se déplacent avec une bulle. Et c'est la bulle étatique, la bulle de leur nation. Et elles se déplacent avec les intérêts de leur nation. Et alors qu'on est dans un enjeu universel, et donc il faut se débarrasser, il faut s'extraire de ça. Parce que tant qu'on n'aura pas conscience que sur ces enjeux-là, encore une fois, on va être tous gagnants ou tous perdants, eh ben, on ne mettra pas en place ce qui fait défaut, c'est la volonté et l'intelligence collective. Merci pour ce tableau. Qu'on atterrisse maintenant, parce que, en effet, je pense qu'avec cette dimension universelle, voilà, il y a une conviction partagée, en tout cas, avec de plus en plus de citoyens, on l'a vu, qui ont envie de s'engager. Mais j'aimerais maintenant peut-être un témoignage terrain, Jean-Marc Borrello. Vous êtes entrepreneur, et une fois qu'on a dit ça, voilà, on peut dire que les pouvoirs publics n'agissent pas, et c'est difficile, c'est complexe, par quoi devons-nous commencer? Et quand on monte un groupe comme le groupe SOS, quand on agit dans l'entrepreneuriat social, comment est-ce qu'on fait pour allier justement ces différents enjeux? Par quoi doit-on commencer? Comment est-ce qu'on co-construit une démarche avec d'un côté les pouvoirs publics, de l'autre côté des publics assez différents aussi? Je crois qu'il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est de démontrer que c'est possible en faisant, pour venir sur une opération de terrain, c'est-à-dire la possibilité de créer des institutions qui fonctionnent de manière différente et qui fonctionnent de manière imparfaite sur l'ensemble des aspects. C'est-à-dire que lorsque vous pilotez une entreprise avec comme seule boussole le résultat financier, c'est somme toute assez simple. Vous savez en fin d'année si vous êtes bon, moyen ou mauvais. Lorsque vous essayez de piloter une maison avec une logique qui tente à prendre en compte l'impact social, l'impact économique et l'impact environnemental, vous êtes réduit à être moyen sur chacun des trois. Je pense que le groupe SOS pourrait très facilement créer plus de résultats financiers. Nous pourrions être encore plus exemplaires sur le plan de l'environnement et sans doute également sur le plan de la politique sociale. La réalité, c'est que vous devez piloter en permanence, effectivement, ce qui deviennent des ressources rares et faire des choix qui sont des choix. À la fois, il faut être extrêmement pragmatique lorsqu'on pilote une entreprise, et à la fois, il faut faire des choix radicaux. Le choix radical d'SOS, quand ça a été créé, a été de dire à aucun moment l'aspect financier doit l'emporter. Alors c'était tellement radical que nous avons créé une entreprise qui n'appartient à personne, qui n'appartiendra jamais à personne, et donc qui ne peut pas distribuer de résultats, qui n'a pas de bénéfices. Alors ça, c'était sans doute en réaction à un monde dans lequel l'impact financier ou la création de richesses financières était la seule règle. Donc effectivement, nous nous sommes positionnés sur cet aspect-là, en contrepoint de l'idée générale. Deuxième idée, tout ne peut pas être marchandise, tout ne peut pas être marchandisé, et donc nous allons limiter, façon de parler, l'intervention de la maison SOS sur les besoins fondamentaux. Et donc, ça veut dire l'accès aux soins, l'accès au logement, l'accès à l'emploi et l'accès à l'éducation, évidemment, etc.
Donc quelques sujets doivent sortir de cette logique, parce que cette logique est enfermante, y compris pour les dirigeants d'entreprises classiques, qui pourraient être les meilleurs dirigeants du monde, mais se feraient virer par leurs actionnaires si les résultats devenaient insuffisants et que les dividendes baissent. Donc choisir des logiques qui sont peut-être radicalement opposées aux logiques qui dominaient le monde de l'entreprise à cette époque-là, et qui d'ailleurs le sont toujours. De là découle une possibilité de choix infini quant au fonctionnement de l'entreprise, le collectif plutôt que la pyramide, le fait de remonter l'innovation du bas vers le haut et de ne pas faire descendre l'innovation en permanence, le fait qu'il n'y a pas un directeur des achats et un directeur du développement durable à SOS, c'est le même, il est quelque part dans la salle, donc ça évite la schizophrénie d'entreprise entre celui qui achète le moins cher n'importe comment, n'importe où, quelles que soient les conditions de travail de ceux qui ont fabriqué, et puis celui qui prépare le rapport développement durable de l'entreprise pour qu'elle obtienne je ne sais quel label. Donc les choix fondamentaux en matière économique permettent de prendre du recul, de démontrer que ça fonctionne, puisque même s'il est peu identifié, c'est un objet économique, 12 000 salariés, 600 ou 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, le groupe SOS, c'est un machin économique. Donc premier sujet, des choix radicaux sur le mode d'organisation de l'entreprise qui permettent de décliner sur les achats, sur la politique environnementale, etc., etc. Sans doute, deuxième choix, ne pas imaginer qu'on a trouvé la solution tout seul en opposition au pouvoir public, aux entreprises privées lucratives, aux médias, etc. Et donc, avoir là aussi, même si c'est plus long, même si c'est plus difficile, même si c'est moins spectaculaire, la volonté de travailler avec les pouvoirs publics, ce que nous faisons sur nos sujets depuis 30 ans, avec une certaine patience pour faire en sorte que, quels que soient les pouvoirs en place, on puisse faire évoluer les politiques publiques et qu'elles prennent en compte ceux dont nous nous occupons. Évidemment, avec les collectivités, et objectivement, c'est le plus simple, les collectivités territoriales, parce qu'on a des élus de terrain, et particulièrement à Paris, qui sont à l'écoute et qui ont envie de faire des choses, mais je pourrais dire la même chose de Bordeaux pour équilibrer et ne pas insulter l'avenir. Et donc, on a la possibilité de travailler avec ces élus-là. Nous travaillons avec des grandes entreprises, y compris des entreprises du marché du CAC 40, pour élaborer ensemble des solutions face à des problèmes concrets que rencontrent les usagers du groupe SOS. Donc l'idée de co-construire, c'est mettre en commun ce que nous avons de meilleur et nous permettre les uns et les autres d'évoluer. Ça prend plus de temps, et je crois qu'on a commis, entre autres, entre urgence écologique et urgence sociale, on a quelquefois, ou urgence économique, je pense qu'on a méprisé l'aspect économique ou la retombée citoyenne d'une idée qui pouvait être sympathique, d'installer des portiques sur une autoroute qui pouvait être une idée sympathique. Si on ne prend pas en compte assez rapidement l'impact économique, on finit par échouer, par revenir en arrière. Donc c'est plus long de co-construire, mais ça vaut la peine de co-construire, d'autant plus que ça permet d'éviter les aléas politiques qui font que les avancées d'il y a quelques mois risquent de devenir fumées dans quelques mois. Donc la prise de conscience politique, la rencontre citoyenne, Nicolas vous a dit, que vous le savez bien, qu'à peu près toutes les semaines, tous ceux qui ont envie de réfléchir sur des sujets extrêmement divers sont invités aux webconférences, parce que la prise de conscience citoyenne, in fine, ça permet aussi de désigner des politiques qui ont compris. Et donc tous ces sujets doivent être menés de front. Alors c'est beaucoup plus long, c'est moins spectaculaire, mais d'une part ça existe et ça grandit, et d'autre part sans doute qu'à long terme l'effet sera intéressant. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner aujourd'hui concrètement pour qu'on parle aussi un petit peu de modèles à suivre dans d'entreprises qui répondent à ces enjeux à la fois économiques, sociaux et écologiques, que ce soit dans le groupe SOS ou ailleurs d'ailleurs, des choses qui pourraient inspirer? On a un enjeu aujourd'hui majeur sur les dépenses publiques, et elles sont systématiquement abordées dans le sens de la réduction des dépenses publiques, sans d'ailleurs très bien savoir quel type de dépenses, sur quel sujet, pourquoi faire. Et l'idée est passée dans une partie de la population que baisser les dépenses publiques, c'est aussi baisser l'intervention positive de la solidarité de l'État. Le groupe SOS, sur ces sujets, depuis
depuis 25 ou 30 ans, et c'est de faire en sorte que les politiques publiques évoluent avec un souci qui a toujours été le même, qui était celui-là déjà il y a 25 ans, qui était de dire on ne pourra pas augmenter la dépense publique indéfiniment, et donc nous devons apporter des solutions qui soient à la fois sans doute de meilleure qualité pour la population des usagers et en même temps qui permettent de réduire la dépense publique. Alors à Paris, je crois que cette année, on va dépenser 170 millions d'euros pour loger des familles à l'hôtel, en urgence, à Paris. Ça veut dire qu'on héberge des familles pendant une durée moyenne de 2 ans, dans des hôtels peu reluisants, voire pas aux normes, ce qui a donné quelques drames ces dernières années. Et ça coûte 170 millions, et pendant 2 ans, vous avez une famille qui occupe 3 chambres, vous imaginez comme c'est pratique. Alors, si vous logez les gens à l'hôtel, ils ne peuvent pas cuisiner, pour éviter les accidents. Ça dure 2 ans et ça coûte extrêmement cher. Il y a quelques années, on a imaginé avec la ville de Paris, très simplement, vu les centaines de milliers de logements vides à Paris, de louer, nous, les logements, donc l'association, et d'installer des familles pour cette durée de 2 ans. Donc c'est une expérience aujourd'hui, je crois qu'on doit gérer 800 logements à Paris et proches banlieues. Évidemment, pour les familles, c'est éminemment plus confortable parce qu'elles ont une cuisine, un appartement, une vie de famille. Pour l'État, la dépense a diminué par rapport à l'hôtel de 60%. D'abord, le sentiment que j'ai, c'est que nos démocraties et nos institutions ne sont pas adaptées aux enjeux de long terme. Sivins en est une illustration un peu tragique au niveau de la démocratie, parce qu'on parle beaucoup de démocratie participative, mais Sivins c'est un exemple parmi d'autres, sauf que celui-là s'est terminé tragiquement, qui montre que les procédures de démocratie participative n'ont de participatif que le nom. Ou en tout cas, on participe à un débat sur un sujet dont l'issue est déjà entérinée avant même que le débat ait commencé. Donc ça peut expliquer une forme d'exaspération vis-à-vis de citoyens qui, de manière de plus en plus nombreuse, ne sont pas simplement dans le temps court, mais sont aussi dans le temps long. Et toute la difficulté aujourd'hui, justement, c'est de faire rentrer le temps long dans nos institutions, dans nos démocraties. Et c'est très difficile dans le système de fonctionnement, notamment de l'État, et a fortiori des organisations internationales telles qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Au niveau de l'État, dans un système pyramidal de décision, avec une expression permanente, constante, et quand je dis une expression, c'est-à-dire c'est même une interpellation permanente de tous les intérêts particuliers qui convergent vers les responsables politiques, associés à un code d'expression aujourd'hui qui est le code d'expression médiatique, qui lui-même ne distingue pas ce qui participe de l'intérêt général ou qui n'est simplement que l'expression de l'intérêt particulier. Donc il y a un couple comme ça qui s'est formé entre les médias et les intérêts particuliers. Dit autrement, pour peut-être être plus explicite, les hommes politiques doivent répondre en permanence aux interpellations, aux souffrances, aux exigences, légitimes ou pas d'ailleurs, tous les intérêts de la société. Ça ne fait pas l'intérêt, la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Mais ils doivent le faire parce que ces intérêts, ces demandes, ces exigences se manifestent, encore une fois, avec une puissance sans commune mesure avec ce qui se passait autrefois. Donc, dit autrement, ils sont dans le réactif. Alors que nous avons cruellement besoin d'être dans le prospectif. Mais dans le fonctionnement de l'État, c'est impossible d'avoir 2 degrés de lecture simultanés. Vous pouvez, et c'est pareil pour la lecture d'un document, soit vous décidez de mettre des lunettes pour voir de près,
soit vous décidez de mettre des lunettes pour voir de loin. Mais si vous mettez les 2 paires de lunettes sur le nez, vous allez y voir flou. Sauf que jusqu'à présent, l'exercice politique, c'était de raisonner dans une échelle de temps assez courte et de répondre, de satisfaire les besoins du présent. Sauf qu'effectivement, il y a un nouvel invité maintenant dans nos démocraties, c'est le futur, qui s'est invité parce que, pour la première fois, ce que l'on décide aujourd'hui peut compromettre dans un sens ou dans un autre le futur. L'échec ou la réussite de Paris compromettra, ou en tout cas, compromettra pour le meilleur ou pour le pire, l'avenir des générations qui sont déjà là. Je prends un cas d'école. Prenez les gaz de schiste. Quelle belle tentation si on a une vision à très court terme, à l'aune de ce qui s'est passé aux États-Unis. C'était entre autres aussi un facteur dopant de l'économie américaine. En l'espace de quelques années, ce pays est passé d'importateur de gaz à exportateur de gaz, parce que, au pire moment d'ailleurs, parce que au moment où on aurait pu basculer dans l'économie post-carbone, sous 2 vecteurs, l'enjeu climatique, ce n'était pas forcément celui qui primait aux États-Unis, mais surtout le fait qu'on devait normalement arriver au pic des énergies fossiles. Puis paf, patatras, on découvre que pour finir, il y en a plein sous les pieds, et que malgré les modes d'extraction particulièrement dévastateurs, on peut produire ou extraire du gaz ou du pétrole de schiste à bon marché. Bon. Évidemment, la France a observé ça avec des grands yeux, et quand on se met dans la posture du ministre du redressement productif, on se dit que c'est quand même particulièrement tentant d'aller regarder si par hasard on n'en a pas sous les pieds. Et en général, malheureusement dans ces domaines-là, quand on cherche, on trouve. Bon. Donc dans une lecture courte, c'est très tentant. Mais si vous mettez une paire de lunettes pour un petit peu plus loin, et notamment les conséquences sur les changements climatiques et les conséquences des changements climatiques sur tous les phénomènes que l'on connaît, on se dit surtout, on ne touche à rien. Bon. Donc ce qui rend difficile aujourd'hui l'action publique, c'est la combinaison du court terme et du long terme. Et ça, il n'y a pas malheureusement d'équivalent dans le passé, et ça rend l'action, encore une fois, publique compliquée, d'autant qu'il y a une 3e échelle de temps qui s'est invitée dans nos sociétés, c'est qu'on récupère au XXIe siècle toutes les conséquences de nos choix des siècles précédents, de nos choix et de nos réussites ou de nos échecs, mais notamment nos choix, parce que chaque enfant qui naît avec 27 000 € de dette sur son berceau, une dette écologique parce que nous sommes passés d'une période soi-disant d'abondance à une période de rareté, puisque on a épuisé allègrement les matières premières et les ressources naturelles, et puis dette aussi démographique, parce que non seulement on est beaucoup plus nombreux, mais chacun pèse sur l'environnement, sur les ressources, 10, 15, 20 fois plus que ne pesaient nos grands-parents. Donc il faut prendre en charge cette dette du siècle passé, pas compromettre le futur, et essayer de satisfaire les besoins de chacun. Bon, donc c'est compliqué. Donc tout ça pour dire que cette complexité-là, qui est inédite, avec une accélération du temps, avec une profusion de sciences et de technologies qui n'est malheureusement pas ni accompagnée ni précédée par l'expression de la conscience, c'est ça qui fait défaut. Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », et on peut paraphraser « Science sans conscience risque d'être la ruine de l'homme », parce que la conscience est un filtre, normalement, qui permet de distinguer ce qui est nécessaire de ce qui est superflu. Bon, voilà. Alors comment adapter nos institutions pour prendre en compte les 2 échelles de temps ? Nous, à la Fondation, on porte une proposition qui vaut ce qu'elle est, mais au moins qui ne se satisfait pas de la situation actuelle, c'est de créer soit une 3e chambre, qui soit la chambre du futur, soit éventuellement d'en modifier une existante. Le débat est ouvert, et chacun a en tête celle à laquelle on pense, pour faire en sorte que dans cette chambre, d'abord il faut que le citoyen soit représenté. Il y a différentes propositions, il peut être tiré au sort, mais il faut que ce soit un lieu apaisé, documenté, où
le futur soit représenté, c'est-à-dire que si l'exécutif ou le législatif prennent un certain nombre de mesures qui mettent en péril ou qui spéculent ou qui externalisent dans le temps, dans l'espace, des conséquences de choix, premièrement, cette Chambre doit avoir un droit de veto suspensif pour obliger l'exécutif et le législatif à revoir sa copie. Mais qui plus est, il faut que ça soit un lieu, c'est un peu ce qui se passe au Conseil économique, social et environnemental, avec un dialogue intéressant entre acteurs politiques, territoriaux, experts, acteurs économiques, ONG, il n'y manque que les citoyens. Sauf que, et je ne voudrais pas faire injure à Anne de Bettencourt, qui est la représentante de la Fondation au CESE, il y en a probablement, malgré l'impulsion et le dynamisme de son président Jean-Paul Delevoye, la plupart des travaux et des préconisations du Conseil économique et social et environnemental, j'en ai quelques exemples, restent souvent lettres mortes. Bon. Mais il faudra lui donner surtout un poids politique. Donc, simplement pour dire qu'il faut scinder l'approche du futur et l'approche du présent, dès lors que les deux réflexions, à un moment ou à un autre, se croisent, bien entendu. Mais pour moi, c'est très important de faire rentrer le futur dans la démocratie. Et que dans les procédures aussi de démocratie participative, il faut revoir complètement, parce que, honnêtement, là, ce sont souvent des mystifications, parce que la messe est dite. Et si on avait écouté, par exemple, je ne veux pas en rajouter sur ce sujet-là, parce que c'est un peu trop facile, mais on a bien vu à la lecture que les experts eux-mêmes avaient dit ce projet est démesuré. Et au passage, c'est vrai qu'il va falloir, je l'ai dit à l'Association des maires de France ce matin, peut-être que nos élus parfois s'extraient un peu de la folie des grandeurs, s'emparent de ce petit slogan que parfois small is beautiful, qu'on n'est pas obligé tous d'avoir sa pyramide du Louvre, qu'on peut mutualiser les équipements, qu'il y a un bien commun qui devrait être inscrit au patrimoine de l'humanité, qui sont les terres arabes, et que à l'échelle de la France, mais ça vaut pour le monde entier, on devrait les sanctuariser. Et en tout cas, quand on en détériore 1 hectare, on doit en réhabiliter au moins 2 hectares. Voilà. Mais tout cela, encore une fois, pour avoir cette lecture, pour avoir cette vision, ça ne peut pas se passer dans l'exercice de la politique telle qu'elle s'exerce aujourd'hui. C'est incompatible. Ces enjeux-là, cette complexité, cette nécessité, encore une fois, de prendre des décisions rationnelles, apaisées, documentées, éprouvées, partagées avec les citoyens, ça ne se passera pas dans l'expression de la politique partisane, politicienne, spectacle. Ça ne se passera pas non plus avec une société dont le regard est dirigé par des observateurs ou des commentateurs qui ont inversé depuis quelque temps l'échelle des valeurs. C'est-à-dire qui ont mis en tête de la hiérarchie de l'information le superficiel et qui ont mis en bas de cette échelle l'essentiel. Et je dis ça parce que je pense aussi que sur les enjeux qui nous rapprochent ici, il y a un certain nombre de catégories socio-professionnelles qui s'exonèrent de leurs responsabilités comme s'ils étaient dotés d'une forme d'immunité, et au premier rang desquels je le dis parce que c'est un grand et un beau métier, mais qui se grandirait à essayer aussi de voir sa propre responsabilité, c'est effectivement le monde médiatique. Parce que le monde médiatique, pour moi, est responsable justement de notre difficulté à nous mobiliser, à mutualiser les intelligences, à encourager l'innovation et, encore une fois, à distinguer ce qui est vital de ce qui ne l'est pas. Merci. Alors j'en profite pour dire sur la démocratie, au niveau des citoyens, il y a des initiatives comme Démocratie ouverte, le collectif Démocratie ouverte, ou des sites web comme Parlement et Citoyens qui essayent justement d'innover différemment pour pousser un petit peu ces nouvelles façons de faire, mais bien conscient quand même qu'il faudrait complètement changer le système. Avant de passer la parole à la salle, Jean-Marc Borrello, je voulais savoir si vous aviez quelque chose à dire pour rebondir, ou quelle serait pour vous la priorité. Si on devait demain vous dire par quoi commenceriez-vous pour aller vers plus de social-écologie? La priorité, encore une fois, c'est à la fois de faire vivre des expériences différentes, de les partager et de réfléchir à l'évolution. Enfin, je partage parfaitement l'idée
selon laquelle les dispositifs politiques actuels, l'organisation institutionnelle et politique actuelle ne permet pas. Et des initiatives naissent même au Sénat, puisque j'ai entendu qu'il y a une proposition pour un septennat unique et non renouvelable, qui est une idée qui pourrait permettre sans doute de faciliter les choses. La troisième chambre est une excellente idée. J'ai quand même le sentiment que à Paris, aujourd'hui, les Parisiens décident de 5% du budget d'investissement de la ville. Et donc, c'est extrêmement simple. Les Parisiens choisissent, par voie électronique ou dans leur mairie d'arrondissement, d'affecter le budget de la ville. Alors, je crois que les murs végétaux sont arrivés largement, ça tombe bien, j'ai voté pour eux, mais les murs végétaux sont arrivés en tête. Penser que la légitimité démocratique, c'est la possibilité de confisquer le pouvoir pendant 5, 6 ou 9 ans est une ânerie. C'est plus ce qu'on attend de nos élus. Alors, d'abord, la solution, elle est toujours dans la salle, dans ce genre de manifestation, parce que c'est l'addition de ceux qui sont présents sur l'estrade et dans la salle qui font évoluer les votes, les choix politiques et donc les institutions. Il y a des expériences aujourd'hui, et je trouve que l'expérience parisienne est un bon exemple. C'est 5%, mais ça devrait être plus. La première année, c'était des projets que les services de la mairie ont proposés. À partir de cette année, les projets vont être issus des citoyens, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, demain, peut proposer aux citoyens de Paris de créer des projets, et ils seront financés s'ils sont choisis par l'hôtel de ville. Donc, encore une fois, foisonnement d'initiatives innovantes sur le terrain et incapacité à en faire des politiques générales. Alors évidemment, une vraie difficulté, même si les enjeux sont énormes lorsque les choses arrivent au niveau international. Moi, il y a 25 ans, j'ai dû participer au premier sommet des Nations Unies qui avait décidé d'éradiquer la drogue pour 2012. Donc on nous a expliqué, les chefs d'État étaient là, la totalité des chefs étaient là, j'étais dans la délégation officielle, et il y avait un plan des Nations Unies qui expliquait comment on allait éradiquer les champs de pavots, les champs de coca, à quel rythme, avec quel budget. Donc la drogue a disparu du monde il y a 3 ans, pour ceux qui n'étaient pas prévenus, parce que les Nations Unies l'avaient décidé il y a 15 ans. C'est extrêmement difficile, mais il faut le faire, ça me paraît absolument fondamental. Mais encore une fois, en même temps qu'il faut absolument réussir le sommet de la fin de l'année, il faut que les politiques locales changent, que dans vos mairies d'arrondissement, dans les choix que vous faites, dans les investissements citoyens, vous fassiez bouger les choses. C'est faire changer les choses, c'est d'abord se changer soi-même. Et objectivement, là-dessus, nous avons tous encore un peu de marge. Alors essayons de changer ce qui est le plus facile, c'est ce que nous sommes, la manière dont nous consommons, la manière dont nous achetons ou pas des produits équitables ou éthicables ou pas. Ce mode de fonctionnement différent fera tache d'huile, et là on en arrive au colibri de notre camarade Rabi. Chaque goutte d'eau compte, et chacun d'entre nous est porteur à minima d'une goutte d'eau. Très bien, merci. Ça me fait penser aux approches localistes, comme le réseau BAL, si vous avez déjà entendu parler aux États-Unis, Business Alliance for Local Living Economies. Voilà, je trouve ça intéressante, et on n'a pas d'équivalent encore en France. On vous laisse la parole maintenant. Je ne sais pas, il y a un micro qui doit circuler dans la salle. On prend. Merci. Alors le lien entre le social et l'écologie, on peut le voir sous deux angles. D'abord, les conséquences de la crise écologique, elles frappent prioritairement les populations ou les citoyens les plus vulnérables. Donc la crise écologique, qui a commencé par la crise climatique, ajoute de l'injustice à l'injustice, de l'inégalité à l'inégalité et de la souffrance à la souffrance. Quand depuis 10 ans, ce sont 27 millions de personnes qui se déplacent, qui quittent leur territoire à cause d'événements climatiques ou à cause de conséquences des changements climatiques, 40 millions pour la seule année 2010, 3 fois plus que les déplacés liés au conflit.
c'est une conséquence, appelez-la humaine ou sociale, mais c'est exactement la réalité aujourd'hui. Les changements climatiques et la multiplication des événements climatiques tuent déjà chaque année des centaines de milliers de personnes. La pollution atmosphérique dans le monde tue 7 millions de personnes par an. Donc simplement plus que le tabac. Donc vous voyez bien, encore une fois, les conséquences et les liens en termes de conséquences. Sur un plan purement économique, au dernier forum de Davos, qui est quand même pas l'endroit où il y a la plus grande concentration d'écologistes au monde, mais dans le dernier forum de Davos, parce que les acteurs économiques ont quand même un sens de l'anticipation, ils avaient commandé un certain nombre de rapports et d'expertises pour savoir quelles étaient les menaces qui pesaient le plus sur l'économie mondiale. Pour la première année, les rapports convergeaient pour dire que la menace qui pesait profondément et probablement durablement sur l'économie, c'est la menace climatique. Dit autrement, le modèle économique existant ne résistera pas aux conséquences des changements climatiques. Donc simplement pour vous dire qu'il faut déjà commencer à raisonner comme ça, c'est que le modèle économique, les emplois d'aujourd'hui, tout ça s'effondrera si on laisse aux crises déjà nombreuses que nous avons sur les épaules se combiner la crise économique et la crise climatique. Dans la crise écologique, il y a la raréfaction des ressources parce qu'on l'oublie. Mais on oublie que notre modèle économique s'est constitué historiquement sur l'exploitation des ressources naturelles et des matières premières, que s'il n'y a plus de matières premières et ressources naturelles, je ne vois pas quel modèle économique, en tout cas immédiat, on pourra le substituer. Maintenant, sur le lien social, prenez simplement en France ce qu'on appelle des précaires énergétiques. Des millions de foyers qui sont en peine pour payer leurs factures énergétiques et qui de surcroît sont dans des situations d'inconfort. Parce que non seulement ils n'arrivent pas à payer, mais ils n'ont pas l'équipement qui leur permet d'être dans une situation d'habitat confortable. Il en vaut de même pour les ressources alimentaires. Quand vous avez des tensions sur un certain nombre de matières premières, simplement parce que, aussi, quelque part, à l'autre bout du monde, vous avez quelqu'un qui va cliquer dans une millième de seconde pour acheter des denrées alimentaires pour en faire monter les prix, mais qu'à tout cela s'ajoutent aussi des événements climatiques qui vont faire grimper les prix, tout ça a des conséquences. Mais inversement, le modèle économique et le modèle énergétique de demain, et notamment le modèle des énergies renouvelables, c'est autant d'emplois non délocalisables. La stratégie d'efficacité énergétique, puisque l'efficacité énergétique, c'est devenu le premier facteur de compétitivité des entreprises. C'est autant d'emplois non délocalisables. Le mode de production agricole que préconise le GIEC, la FAO, c'est un modèle qui développe beaucoup plus d'emplois que l'agriculture destructrice et intensive qui est dominante. Donc, le modèle économique qui est la bonne issue de secours entre un modèle décroissant qui sera peut-être la conséquence de notre inaction et un modèle de croissance exponentielle qui de toute façon n'a pas d'issue heureuse, c'est l'économie circulaire, mais l'économie circulaire c'est aussi un modèle économique qui est excessivement créateur d'emplois. Voilà, je pourrais en faire la liste comme ça, mais le lien, voilà, il est évident parce que c'est là où le vocabulaire est important. Autrefois, on parlait d'environnement. Et donc, on donnait le sentiment avec ce mot que c'était quelque chose d'extérieur à l'humain. Mais ce qui nous mobilise, ça ne nous empêche pas d'avoir une sensibilité et même une sympathie et une affection profonde pour tout le vivant. Mais si on dépense autant d'énergie, c'est bien parce que c'est le combat le plus humaniste qu'il soit. Et peut-être justement, pour répondre à la question du jeune homme, sur ces 40 ans de combat écologique, peut-être que la notion a évolué. Un combat qui prenait uniquement l'environnement dans son spectre d'action à une notion qui est beaucoup plus englobante. Oui, puis alors, il y a aussi des grands acteurs qui ont intérêt à la mystification jusqu'au bout. Dit autrement, nos enjeux sont à la croisée de tous les lobbies, c'est pas un mot abstrait. Et croyez-moi, ils ont une puissance de feu pour retarder ce que Edgar Morin appelle la métamorphose ou la mutation.
ils y sont pour beaucoup. Il y a aussi une inertie naturelle de notre système. Il y a aussi le fait que nous avons une foi absolue dans la technologie qui fait que nous abandonnons souvent notre destin à la science ou à la technologie, convaincus que tous ces désordres trouveront leur issue ou leur solution par je ne sais quel procédé technologique. Cette foi absolue aussi dans la notion de progrès que nous avons du mal à remettre en cause, parce que pendant longtemps, il y avait un couple qui était indissociable, c'était avenir et progrès. Dit autrement, demain était forcément meilleur qu'aujourd'hui. Mais nous avons du mal à réaliser que la marche triomphante du progrès a quand même sacrément du plomb dans l'aile et que la probabilité que nos enfants soient précipités dans un monde, et c'est un euphémisme plus difficile que le nôtre, est une hypothèse envisageable. Puis, sur l'expression politique, et là je parle simplement de l'Hexagone, on peut reprocher tout ce que l'on veut aux écologistes. Mais force est de constater que si on les avait écoutés sur de nombreux dossiers, d'abord si on avait écouté ne serait-ce que le Club de Rome dans les années 70, mais si on avait écouté des gens qu'on a réhabilités une fois qu'ils sont morts, comme René Dumont ou René Dubos, ou si on avait écouté un homme qui vient de mourir il y a 3-4 jours, Serge Moscovici, si on avait écouté tous ces gens-là à cette époque, nous ne serions pas dans cette quasi-impasse dans beaucoup de sujets. Et combien, sur un sujet parmi d'autres, sur l'amiante, on aurait épargné de souffrances, de vie humaine et de dépenses impossibles. Bon. Mais on peut évidemment leur reprocher, dire que c'est eux qui sont responsables du temps qu'on a perdu. Mais non, je suis désolé, la critique est trop facile. La responsabilité, si nous en tenons au spectre politique, pardon de vous le dire, elle est aux grandes formations politiques. Parce que de vouloir justement abandonner un sujet aussi essentiel qui conditionne tous les autres à une seule formation politique, pour la gauche, d'avoir sous-traité ce sujet-là aux écologistes politiques et de s'être exonéré du travail, de la réflexion, de la prospective, et pour la droite, au prétexte que ce sujet avait un parfum de gauche, on le traitait avec dégoût, eh bien, excusez-moi, mais la responsabilité, elle est là. Peut-on aujourd'hui se valoir d'une quelconque forme de modernité quand même dans le vocabulaire, le mot changement climatique n'existe même pas, la notion d'économie circulaire est quasiment de l'hébreu, et que l'efficacité ou l'éco-conception fait partie également de concepts totalement étrangers. Et moi j'en veux beaucoup, pardon, mais à cette classe politique dominante, brillante par ailleurs, dont l'intelligence ne fait pas défaut, mais dont l'intelligence a de sacrés angles morts, parce que ce sont quand même les contraintes majeures du XXIe siècle, et ils pilotent la société d'aujourd'hui, gauche-droite confondue, avec les outils d'hier.